porter. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais juste en préambule répondre à notre collègue qui invoquait des baisses de dépenses, rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous avons voté une loi de programmation des finances publiques qui montre quand même que nous allons augmenter de près de 2 milliards d'euros le budget alloué à l'enseignement supérieur et à la recherche entre 2016 et 2018, et que nous allons passer entre 2016 et 2020, entre 2018 et 2020, pour être très précis, nous passons de 26 milliards et demi à 28 milliards. Donc nous ne sommes pas du tout dans un champ où nous sommes en train de réduire les crédits. Le but de notre mission, au fond, c'était de considérer que si la puissance publique reconnaît le besoin de mettre plus d'argent, il faut nous assurer que cet argent soit le plus utile et bénéfique aux chercheurs dans leurs tâches quotidiennes. Toutes nos recommandations, et bien sûr qu'elles soient utiles aux chercheurs, et que l'évaluation des moyens puisse conduire l'allocation permanente des crédits là où il y a le plus de besoins. Donc il n'y a pas dans ce domaine, et j'insiste fortement, de réduction de la dépense, il y a plutôt une augmentation, et nous cherchons à ce que chaque euro d'augmentation de moyens aille bien là où les chercheurs en ont besoin. C'est ça l'objectif de notre mission. Ceci étant posé, sur les crédits impôt recherche, madame, effectivement, aujourd'hui, nous devons nous donner tous les moyens pour que, en complément de la recherche publique, dont les moyens donc augmentent, nous ayons une recherche privée qui vienne compléter cet effort et qui amène à l'objectif final. C'est pas la recherche pour la recherche, c'est préparer la compétitivité, l'attractivité, l'innovation et donc la création d'emplois de demain. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à localiser toute la chaîne de valeur de la recherche fondamentale jusqu'à la production économique et donc d'emplois. L'amendement que j'avais porté au projet de loi de finances l'année dernière sur l'emploi des docteurs formés en France, diplômés en France par les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche va dans ce sens. La proposition que nous faisons sur les dispositifs CIFRE est également là pour que le crédit impôt recherche non seulement effectivement un coût, mais surtout soit un moteur, et ça rejoint le point de M. Courson, pour financer et surtout tirer en permanence la recherche publique vers l'intégralité de la chaîne de valeur et donc l'innovation. Pourquoi les entreprises ne financent pas beaucoup les UMR? Eh bien, il y a ce sujet des mandataires uniques, il y a un sujet de culture, il y a un sujet de complexité, et il y a un sujet en fait surtout de dialogue stratégique avec les tutelles. C'est finalement, on le voit aujourd'hui, plus simple pour les entreprises d'être travailler avec les organismes de recherche, parce qu'ils ont un interlocuteur unique, que d'aller travailler directement avec les UMR, où il faut partager la décision, et donc vous avez des difficultés. Beaucoup de choses ont été mises en œuvre avec les PIA, les IRT, alors avant ça les instituts Carnot. Il y a énormément de dispositifs qui ont été faits pour rapprocher les entreprises et la recherche publique, souvent à l'extérieur des universités. Donc c'est effectivement l'enjeu d'un certain nombre de dispositifs dont l'évaluation est clé pour comprendre est-ce que c'est bénéfique au cœur de la recherche publique ou est-ce que ce sont des annexes un peu anecdotiques. Autre point sur lequel je voulais revenir, qui était la hiérarchisation de nos priorités et de nos propositions. Je pense que c'était Madame Louvagie qui m'avait posé cette question. Pour moi, il y a deux types de choses. D'abord, il faut vraiment que les UMR soient plus simples dans leur gouvernance. C'est la brique de base du système. Il faut que ça fonctionne de manière beaucoup plus fluide avec les tutelles pour que ça soit stratégiquement piloté. Une fois que vous avez ces briques de base qui fonctionnent mieux, vous pouvez contractualiser à l'échelle de l'établissement ou de l'université avec l'État, puisque vous avez vos briques bien organisées, clarifiées, et donc la contractualisation, les contrats d'objectifs et de moyens, les moyens collectifs sont plus simples à louer. Et troisièmement, il faut renforcer l'évaluation. Et là, vous arrivez à construire une sorte de boucle qui devient vertueuse et où le chercheur, dans son quotidien, voit qu'il y a une sorte, des injonctions ne sont plus contradictoires, mais a priori elles sont alignées. En parallèle de ce mouvement, deux choses extrêmement importantes. Un, le fameux SI-Labo. C'est ça qui fera que cette boucle vertueuse pourra être visible, lisible et comprise. Et puis deux, les appels à projets, considérant qu'il faut vraiment les rendre les plus complémentaires possibles à ce fonctionnement. Une fois ça, eh bien, effectivement, notre pluriannualité et notre lisibilité du cadre budgétaire d'ensemble qui nous revient ici, notamment à l'Assemblée, est possible. Si vous n'avez pas fait ça dans cet ordre-là, effectivement, on peut en parler, mais depuis 10 ans, on en parle beaucoup, on n'a pas vu beaucoup de changements. Monsieur Jolivet, sur votre référence à la loi Pacte, je pense que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse effectivement faire le lien entre ce que nous on dit sur le mandataire unique et sur les évolutions proposées, sur la capacité des chercheurs à s'impliquer dans le monde économique de manière plus
plus forte. Il y a probablement peut-être des aménagements à faire à la loi Pacte, et je pense que à la fois du côté du ministère de la Recherche, il y aura sûrement une écoute attentive à vos propositions. Sachez que nous les soutiendrons dans leur convergence. Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la part des contrats. Alors on a regardé sur ce qui se passe vraiment dans les universités, donc c'est hors organisme de recherche, c'est vraiment sur le seul périmètre des universités. Les financements sur projet, c'est 22%, des fameux à peu près 7 milliards dont on parlait tout à l'heure. Notons que sur ces financements projets, 60% des projets publics. Donc c'est des appels à projets de l'ANR, des appels à projets européens, des appels à projets des collectivités locales, des appels à projets entre organisations publiques. Seulement 40% de ces appels à projets, donc 40% de 22%, donc on est à peu près à 8%. Seulement 8% du financement des UMR répondent à des projets d'entreprises privées. Donc on a ici à peu près voilà, les chiffres pour ce qui concerne ce qui se passe du côté de l'entrée budgétaire université. Du côté des organismes, au fond, la situation n'est pas très différente, même si l'entreprise est un petit peu supérieure à ce financement sur projet. Je laisse Daniel Hérin, du coup, compléter.